Ces derniers jours, c'était dur de passer à côté de Clair Obscur, Expédition 33. L'histoire derrière le jeu a de quoi faire rêver. Nouvelle licence, développée par un studio inconnu au bataillon, sur un budget de 10 millions assez petit pour un jeu de cette ampleur, il semble sortir de nulle part en avril et connaît un succès fulgurant, finissant l'année sur la prestigieuse scène des Game Awards en raflant pas moins de 9 récompenses, dont celle de jeu de l'année. Cela dit, si vous êtes un peu online, vous avez sûrement aussi vu l'énorme récupération du jeu par l'extrême droite. Au début de l'été, des gens commencent à pointer qu'il y a une absence assez criante de diversité dans l'équipe de Sandfall. Le seul tismé, c'est le chien. À ça, se rajoutent très vite des accusations de discrimination à l'embauche. En réponse, des influenceurs de droite commencent à faire de Clair Obscur un de leurs symboles. C'est la bonne culture française, fière de son drapeau. Se débarrasser des névrons, se débarrasser des woke à 2 balles, ça permet de faire des très très grands jeux. À l'international, le jeu devient pour les représentants du Gamergate un symbole du vrai gaming. Le jeu célèbre une culture blanche, européenne qu'ils aiment tant. Les personnages féminins ressemblent enfin à des poupées avec la peau parfaitement lisse, sans un kilo en trop. Ça ne nous a jamais dérangé les femmes dans les jeux vidéo, mais les studios AAA les avaient rendues délibérément moches. Heureusement, Clair Obscur est en train de dead ça. Aucune n'est trop noire ou arabe, et certains disent même tout bas ce que les autres pensent tout haut. Enfin, un jeu qui se débarrasse brutalement de son seul perso noir après lui avoir donné 2 répliques. Après son succès aux Game Awards, plusieurs politiques célèbrent la grandeur du jeu français, dont Emmanuel Macron, Gabriel Attal, mais aussi Jordan Bardella, ou encore le très raciste site d'info F de souche. De toute façon, sur Twitter, il suffit de critiquer un tantinet le jeu pour que tes notifs soient immédiatement noyés de droitards qui te souhaitent la mort. Dans tout ça, Sandfall a pris position une seule fois sur Twitter pour dire qu'ils sont contre la haine. Leur communiqué est littéralement calqué sur le message qu'Ubisoft ajoute au début de chaque Assassin's Creed depuis 2007. C'est un message conçu, testé par des cabinets de com, précisément pour que personne ne se sente visé. Pour les gauchistes, la haine elle vient des droitards, pour les droitards, c'est l'inverse. Le message ne dit rien, sa seule fonction, c'est de dédouaner le studio de tout ce qu'on peut faire du jeu après. En face, à gauche, s'est développé un certain mépris du jeu. C'est le jeu des blancs, on le surnomme Guerre Obscur, Kirk Obscur, Expédition 3945, KKK Clair Obscur. Dans tout ce bruit, il y a eu assez peu de discussions sur le fond du jeu en lui-même. Pourtant, ça devrait être ça dont on parle. On désigne un studio entier comme fasciste. Ce sont des accusations graves qui peuvent blesser les vrais humains qui ont créé Clair Obscur. Et c'est cette injustice que j'aimerais réparer aujourd'hui, en m'attelant à la question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'il y avait, dans le jeu de Sandfall Interactive, des éléments qui justifient cette récupération par l'extrême droite? Est-ce que Clair Obscur est un jeu de facho? Et la réponse est oui. Générique. Bon, attendez. Salut, moi c'est H, et en vrai je veux pas être caricatural. D'une, est-ce que je pense que Sandfall est composé de fascistes qui cachent des drapeaux SS dans les sous-sols du studio, ou au moins des sympathisants du RN? Non. Enfin, c'est peut-être le cas, mais si je devais faire un pari, ce serait plus que c'est des macronistes qui étaient pas bien conscients qu'ils étaient en train de faire un jeu très facho-compatible. Le problème, c'est que, aujourd'hui, si tu demandes à un mec lambda, pas trop de droite, pas trop de gauche, d'écrire une histoire sur ses rêves et ses angoisses, il te dira que, ce dont il rêve, c'est d'une petite famille avec des enfants. Ce dont il a peur, c'est qu'une espèce de menace venue d'ailleurs vienne lui retirer tout ça. Et globalement, quant à ça, t'as la base des grands récits fascistes. Et vous allez voir, c'est un peu le problème ici. De deux, je dis absolument pas que Clair Obscur est mauvais. J'ai eu du fun en y jouant, j'ai pas besoin de le cacher. Bon, je trouve que le système de combat révèle assez vite des défauts béants qui font qu'il se hisse pas au niveau de ses références, que ce soit les JRPG ou Dark Souls, mais c'est un jeu parfaitement ok. Le genre de truc bien fini, et en même temps assez lisse et sans aspérité pour gagner des Game Awards. Mon point, c'est pas de dire que Clair Obscur ne méritait pas ses récompenses. C'est un bon jeu. Le truc, c'est que des bons jeux,
il y en avait des dizaines de nominés aux Game Awards. Et le fait qu'Expédition 33 ait gagné, ça porte un certain message. Si on veut considérer le jeu vidéo comme un art, il va falloir commencer à en parler comme tel. Pas comme un concours de notes métacritiques, mais comme des œuvres qui portent des visions du monde, et les choses qui nous plaisent, les choses qu'on célèbre lors des awards, elles révèlent des trucs sur nos visions du monde et comment elles évoluent, et elles les influencent à nouveau. Clair Obscur arrive dans la première année de l'administration Trump, qui s'accompagne d'une énorme vague de conservatisme. Toutes les grandes entreprises de la tech, dont Microsoft, dont Xbox, dégagent toute mention de l'inclusivité, coupent leur financement aux productions diverses et se concentrent sur les Call of. Aux Game Awards, on voit Tomb Raider se rebooter en effaçant la Lara Croft un peu réaliste des années 2010 et revenir à une Lara calquée sur Angelina Jolie. Et cette année aux Game Awards, face à Expedition 33, il y avait Death Stranding 2, le mythe au sentiment clairement progressiste et anti-impérialiste de Kojima. Son héros, c'est littéralement un mec symboliquement enceint. Hades 2, symbole d'une rénovation queerisée de la mythologie grecque. Silksong, un jeu ouvertement critique des systèmes de croyances religieux. Et Silent Hill F, un survival qui puise dans les courants féministes de la J-horror et en retraverse tous les thèmes jusqu'au body horror avec cette impulsion. Face à ça, Expédition 33, même en surface, c'est pas l'œuvre la plus progressiste. Le jeu est un récit sur l'importance de la famille, le héros c'est un trentenaire qui s'est fait jeter par sa meuf parce qu'il voulait absolument des enfants. D'un bout à l'autre, on est dans un esprit militaire, de servir l'expédition, même l'attaque des titans, elle te montre plus à quel point l'entraînement dans l'armée il est violent. Le jeu promeut une vision saucisson pinard de la France, l'image chérie par la fachosphère, qui n'a pas manqué de se victimiser et de crier au racisme anti-blanc quand ce côté-là a été critiqué. Au niveau de la diversité, on l'a dit, le seul perso noir meurt abruptement à la fin du prologue et on n'en reparle plus jamais. Là-dessus, on a l'impression d'être 20 ans en arrière sur la façon dont les vies noires sont traitées comme jetables. Il n'y a pas un perso queer en vue, les persos féminins sont effectivement sortis du rêve d'un gamer ghetto, lisses, blanches ou asiatiques, parfaitement hétérosexuelles. Et me parlez pas de cette scène où elles se touchent du bout des doigts en parlant précisément de leur mari, et elles sont parfaitement dociles. Elles suivent d'un bout à l'autre du jeu le lead du protagoniste masculin. À un moment, elles sont lâchées pendant littéralement 15 minutes avant que le jeu ait besoin de remettre un mec en leader, genre. Et c'est fou, l'obsession. Il y a environ 3 conversations entre femmes dans le jeu, et elles parlent toutes soit de leur mari, soit d'avoir des enfants, soit du héros. Bah, c'est normal. C'est les persos importants de l'histoire, le papa et Verso et Gustave. Bah oui, mais c'est ça le problème que le Bechdel test, il est censé souligner de base, que toutes les histoires, elles tournent toujours autour des hommes. Et puis, attends, on est vraiment en train de faire le truc de la version démoniaque de la youtubeuse, là ? Bref, le seul moment où une femme impose sa volonté, celle-ci est traitée comme gamine et destructrice. Et en plus, c'est le truc le plus spirituellement chou-fin que j'ai jamais vu. L'année du virage à droite dans toutes les industries culturelles. L'année où même aux Oscars, on fait un peu face d'opposition politique, tellement c'est la merde. Cette année-là, et face à toutes ces œuvres diverses et progressistes, le jeu qui gagne les Game Awards, c'est un retour en arrière de 20 ans en termes de diversité, de thèmes et de récits. Un retour avant le Gamergate, et le rêve mouillé de toute la fachosphère qui s'intéresse un tant soit peu au JV. Si on est incapable de dire plus de cette victoire que « Waouh, le jeu il est fun, et puis j'ai vraiment pleuré à la fin », on va pas aller très loin. Et c'est un peu la dernière chose que j'aimerais dire pour conclure cette longue intro. En septembre 2023, Jean Dujardin fait polémique. Pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, il organise une fantaisie grandiloquente, censée célébrer l'identité française. Marcel, bretelles, moustache, saucisson, pinard, fromage, tous les clichés sont là. Le spectacle met en vérité en scène une France bien terroir, bien tradition, bien compatible avec les fantasmes de l'extrême droite. Beaucoup à gauche dénoncent le spectacle. Et face à ça, Dujardin passe 1 an à s'étaler dans les médias pour dire qu'on n'a plus le droit d'être fier d'être français et qu'on veut effacer notre identité nationale. Et on se fout bien de sa gueule.
Clair Obscur reprend, trait pour trait, la même vision de l'identité française. Pourquoi est-ce qu'on est incapable de se poser les mêmes questions quand c'est un jeu vidéo qui le fait ? En vrai, la réponse elle est simple. On est tellement fiers de voir des Français briller dans le jeu vidéo qu'on en oublie toute distance critique. Et ça fait du jeu vidéo un vecteur parfait pour ressusciter des sentiments nationalistes et réactionnaires. Cette vidéo, j'ai pas envie de la faire, parce que je vais me taper du harcèlement violent. Encore une fois. Surtout, les problèmes d'Expédition 33, c'est une continuité directe de ce dont je parle dans les vidéos Mass Effect et Assassin's Creed. Si vous suivez mon taf, vous allez voir que je vais devoir reparler de pas mal de sujets déjà évoqués. Et c'est chiant parce que c'est très important pour moi de faire évoluer mon travail, de l'emmener dans des nouvelles directions, et pas vous répéter à chaque fois les mêmes choses. Surtout, si je faisais ces vidéos, c'était pour donner les outils, la littératie, pour que les gens puissent analyser ce genre de récits conservateurs du jeu vidéo, les défaire et y résister. Et j'ai l'impression que ça a servi à rien. Bon, je vais recommencer. Ce sera pas ma vidéo la plus léchée, mais je pense que c'est important de continuer si on ne veut pas que le jeu vidéo reste la chasse gardée des fachos. J'espère que ça finira par avoir son impact. Au passage, j'éviterai de spoiler toutes les grandes révélations dans les parties 1, 2 et dans la conclusion. Il y a que la partie 3 qui traitera plus directement de la fin, donc si vous n'avez pas encore joué au jeu, vous en faites pas trop. Expédition 33 se déroule dans un univers fantastique inspiré de la Belle Époque. Le monde y est en ruine. Il ne reste plus qu'une petite poche de survivants dans la ville de Lumière, qui se réveille chaque matin face à un immense monolithe à l'horizon, en haut duquel trône un chiffre. 34. Personne ne peut vivre au-delà de 34 ans. Chaque année, la peintresse fait baisser le chiffre d'un cran, et tous les habitants de cet âge sont gommés. Ils disparaissent dans une nuée de pétales de rose. On mélange un peu Ronsard et Infinity War, Flaubert et les Avengers, Alexandre Dumas et Capitaine America. Chaque année, une expédition se monte pour tenter d'arrêter la peintresse. Mais elle doit affronter sur le chemin un monde sauvage, qui semble sorti de la créativité d'une peintresse devenue folle. Une aventure presque sans espoir, dans laquelle se lancent principalement les hommes et femmes sur leur dernière année de vie. À la fin du prologue, le chiffre baisse d'un cran, et c'est donc l'expédition 33 qui se met en route. La Belle Époque, pendant laquelle se déroule l'expédition 33, c'est une période qui s'étend environ de la fin du 19e siècle jusqu'en 1914 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dans notre imaginaire, elle représente un certain sommet de la France républicaine et la quintessence de Paris. Ère de prospérité pour le commerce tricolore, elle trouve son écho dans le style riche, coloré, ornemental de l'art nouveau, dont les galeries et les bouches de métro constituent toujours l'image de Paris dans l'inconscient collectif aujourd'hui. Et cette prospérité, elle est absolument due, d'une, à une exploitation des ouvriers qui a rarement été aussi violente et mortelle, et de deux, au fait que la France est au sommet de son expansion coloniale. L'empire colonial français passe d'une superficie de 900 000 km² en 1876 à plus de 10 millions en 1905. Et on le rappelle, les colonisés n'ont aucun droit de citoyen, leur travail est exploité dans des conditions d'esclavage. Parler d'expédition dans le contexte de la Belle Époque, c'est parler d'expédition coloniale. Et les références directes aux expéditions coloniales, elles ne s'arrêtent pas là. Oh que non! Clair Obscur commence sur des petites notes automnales, des grottes près de la mer, du sous-marin. Puis on arrive au sanctuaire ancien. Et là, ça se gâte. Vous y rencontrerez le seul peuple amical, c'est celui des Gestrals, une tribu d'êtres en forme de pinceau, référence au thème de la peinture, vous voyez le truc. Ce sont des marionnettes avec divers attributs faisant référence à des tribus primitives. Ils portent des masques en bois peint avec des touffes de poils colorés, directement inspirés des masques tribaux. Leur tribu est matriarcale, dominée par une guerrière puissante qui évoque des images stéréotypées de guerrières claniques africaines. Ils s'expriment dans un langage très primitif, un langage presque d'enfant.
Leur grand garde étant surnommé les sacs à patates. We got to celebrate our differences. We got to... Et est-ce que vous réalisez que c'est littéralement une reprise du parler petit N-word, cette manière raciste de caricaturer la façon dont les populations africaines parlent le français? Genre, on est à deux doigts de faire des refs à Tintin au Congo là? À Lumière, on voit d'ailleurs des enfants porter, pour s'amuser, certains de ces masques primitifs. Encore une référence à une coutume coloniale. My gestural costume is the best. Tout le reste du passage chez les Gestrales, c'est des petites blagues pour montrer qu'ils sont ridicules ces sauvages, pendant que notre expédition répète une bonne dizaine de fois qu'ils sont quand même bien idiots. C'est sûrement les gestrales. Ils sont mignons mais idiots. Dirais des gamins. Tu es plus à l'aise avec les gestrales qu'avec les humains. Ils sont moins compliqués. C'est très directement, très ouvertement, des références au traitement qu'on faisait des populations colonisées, particulièrement africaines. Et même sans forcément démontrer que ça reproduit du racisme aujourd'hui pour ceci et cela, juste comment est-ce que c'est possible qu'un jeu multiplie comme ça les références ouvertes à la période coloniale jusqu'au titre du jeu et que personne ne se demande si c'est normal? Même si c'est déplacé dans un contexte imaginaire, c'est peut-être pas ouf de glorifier cette période jusque dans ses pires côtés. On est aveugle sur ce côté-là de l'histoire. Et accrochez-vous parce que c'est toujours pas fini. En fait, toute l'aventure d'Expédition 33, c'est de défricher un monde sauvage, explorer une nature dangereuse, une nature qui dépasse la raison, pas comme les petits arbres bien rassurants de lumière. C'est exactement une reprise des récits qu'on faisait des expéditions coloniales. Et c'est pas un reach de faire le lien entre les deux, on sent que certaines des références importantes de Clair-Obscur, c'est les récits d'aventure du 19e siècle, qui sont repris, sans se poser plus de questions sur l'époque d'où ils viennent. Mais il faut aussi s'arrêter sur l'île de Cyrène. Vous y découvrirez, au milieu du désert, un vaste environnement de tapisseries et de motifs ornementaux brillants, qui font évidemment référence à de l'art du Moyen-Orient. Un environnement dans lequel habitent les sirènes, d'immenses danseuses virevoltant dans des tentures légères, qui ont pour pouvoir principal de vous enchanter. C'est, point par point, les pires clichés de l'orientalisme. Des villages nomades arabes, des danseuses qui séduisent par leur charme mystérieux le pauvre homme occidental. Et c'est comme ça à chaque fois, le jeu en fait juste assez pour cacher un petit peu ces clichés, que ça ressemble pas trop aux arabes ou aux noirs, mais derrière, il en garde sciemment l'esprit, la logique. Et cette logique, elle découle d'une certaine vision du monde, et elle la reproduit dans le jeu. Bon, maintenant, la question de fond, est-ce que c'est vraiment raciste? Puisque là, on est dans un monde imaginaire, les gestrales sont censés être des pinceaux, le monde sauvage qu'on explore, il représente la créativité artistique devenue folle. Faut pas exagérer avec ta politique, non? On va le répéter, je dis pas que l'intention derrière le jeu est raciste. Cela dit, intention ou pas, regardons la vision du monde que déploie Expédition 33, et comparons-la typiquement avec ce qu'on trouve dans le jeu de rôle japonais, les JRPG, dont Clair-Obscur s'inspire beaucoup. On a souvent dans les JRPG des représentations très stéréotypées de l'Orient, reprenant beaucoup des clichés hérités de l'orientalisme. Et en fait, ça aussi il faut le critiquer. Mais les JRPG représentent aussi, pour la plupart, un rapport très différent à l'Orient. Nombre de leurs récits s'axent sur une révolte face à un empire dévorant. Ainsi, les peuples orientaux sont parfois caricaturaux, mais ils deviennent souvent des alliés dans la lutte contre l'ennemi commun. Ils ont une agentivité. On développe des relations d'amitié, d'entraide. Plus largement, le monde d'un JRPG est souvent composé d'un pôle central et d'une multitude de petits villages, certains orientaux, d'autres reprenant une esthétique pastorale ou western ou japonaise. Ceux-ci sont d'une importance à peu près égale, et notre héros ou héroïne vient d'ailleurs souvent de ces villages. Dans ses œuvres s'exprime la façon dont le Japon se voit lui-même, là aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle. Il se voit en périphérie de l'impérialisme américain, le fameux gros pôle central, il se projette dans un monde multipolaire, face à ce centre totalisateur, il est un de ces petits villages. Bien sûr, c'est pas parfait, ce côté on est un petit village égalé aux autres, il sert souvent à minimiser le fait que le Japon il exploite tout de même les ressources d'autres pays, violemment, son industrie technologique, elle exploite beaucoup en Asie et en Afrique,
ça permet aussi d'effacer son histoire coloniale, absolument sanguinaire au XXe siècle, et parfois cette histoire coloniale, elle revient pointer directement le bout de son nez dans les jeux. Il y a du bon JRPG de droite, ça c'est pas moi qui va vous dire le contraire. Bon, de son côté, Clair Obscur dépeint un monde à la géographie très différente. Il y a d'un côté Lumière, l'Occident, qui est civilisé, rationnel, blanc, et de l'autre il y a tout le reste, les terres sauvages, peuplées d'êtres bestiaux, à dompter. Ça change aussi les rapports avec les autres peuples. On n'est plus dans des alliances. Ici, les Orientaux n'ont pas le droit à la moindre agentivité, ils sont le décor dans lequel se déroule le récit de l'Occident. Soit ils les laissent gentiment passer, et ce sont alors de bons sauvages, les gestrals, soit ils se rebiffent, et ils sont alors une menace de la nature sauvage, névrons, sirènes. Et cette géographie politique, Clair Obscur, il l'hérite pas de ses inspi JRPG. C'est à partir du XVIe siècle, et en particulier au XVIIIe, que se développe en Occident une vision du monde nouvelle. L'Europe, grâce au mouvement des Lumières, est devenue territoire de la science, de la raison, la pointe de la civilisation, ce qui lui donne le droit de conquérir et de régner sur le reste du monde. C'est ce monde divisé en deux, le nous civilisé et l'extérieur sauvage, qui s'incarne dans Expédition 33. La façon dont on organise le monde dans nos œuvres de l'imaginaire, elle reflète donc la façon dont on voit le monde et notre place dans celui-ci. Et elle la transmet à nouveau à ceux qui consomment ces œuvres. Et c'est fantastique, c'est trop bien, ça veut dire qu'elles ont le pouvoir de refaçonner le monde. Mais là, Clair Obscur transpose les tropes de JRPG, il les replace dans un récit raconté depuis le cœur de l'empire colonial, il redonne à ces tropes tout leur souffle impérialiste de départ. Ce rapport Occident-Orient, colon-colonisé, il s'incarne typiquement dans le rapport au gestral. Cette image des doux guerriers blancs et leur français parfait qui arrivent chez les primitifs gestrals, c'est, en elle-même, une image extrêmement lourde de sens. Elle reproduit directement ce rapport de supériorité. Nous sommes plus civilisés, nous sommes plus humains. Ça s'incarne dans la finesse de nos traits et de nos manières, alors qu'eux sont dessinés avec des lignes grosses et enfantines. Et la vie ou la mort des gestrals compteront moins que le plus petit problème des Lumiériens. C'est déjà présent dans cette fameuse façon de parler. Historiquement, le parler petit N-word, il charrie l'idée que les sauvages ne peuvent qu'imiter la civilisation, imiter mal le français, et jamais devenir eux-mêmes civilisés. Rappelez-vous, plusieurs grandes puissances coloniales, c'était des démocraties. Mais les colonisés, ils n'étaient pas considérés comme des citoyens, ils votaient pas, et ils n'avaient même pas les droits humains les plus basiques. L'excuse pour ces démocraties, c'est bien sûr qu'il fallait encore civiliser le colonisé. Il restait un être sauvage, ce qui justifiait de lui retirer tout droit humain. Mais vous en faites pas, hein, un jour, il serait éduqué, il pourrait rejoindre la nation. Bon, évidemment, en vérité, on ne comptait jamais accorder aux colonisés les droits de citoyenneté, jamais on ne le considérait comme civilisé, parce que ça permettait de l'exploiter et d'exploiter ses terres à jamais. Il était toujours celui qui imitait maladroitement le colon, comme il imite son langage. Et c'est cette idée-là que le parler petit N-word reproduisait. En reprenant ces tropes, Expédition 33 reproduit aussi un certain rapport au peuple qu'il voit comme sauvage. Oui, ils sont dépeints comme ça parce qu'ils sont censés être la création d'un enfant, et en même temps c'est ça le problème. On a considéré les colonisés comme des enfants pendant des centaines d'années, pour leur ôter leurs droits. Et oui, les gestrals sont inspirés des robots de Nier Automata. Justement, reprenez ce que je viens de dire et comparez avec Nier Automata. Le jeu de Yoko Taro se base exactement sur cette même image des androïdes blancs, fins, ultra civilisés, rencontrant les robots primitifs. Ça, c'est les 5 premières minutes du jeu. Et les 20 heures qui suivent, elles servent à critiquer et à déconstruire cette image des 5 premières minutes. D'une, Yoko Taro prend pas des tribus sauvages, il prend des robots, il prend des trucs occidentaux, il montre que même le nous technologique d'il y a un siècle, il va aujourd'hui être vu comme primitif. De deux, tout le jeu va prendre soin de redonner de la valeur aux vies des robots, de montrer qu'ils sont souvent plus intelligents, qu'ils ont souvent des sentiments plus fins que les androïdes. Nier Automata, c'est l'expédition, en 3 parties et conclusions, de pourquoi Clair Obscur, c'est un truc de gros racelard. Pareil pour les sirènes, cette façon de décrire un Occident dangereux, féminin, qui envoûte le pauvre colon. Elle a servi à couvrir les crimes sexuels de masse, des pauvres occidentaux qui se laissaient charmer, alors qu'en fait c'était des violeurs immondes.
Cette vision du féminin, elle rentrait ainsi dans un système d'équivalence et... Putain, en vrai, je vais juste arrêter. Je fais que radoter. Si vous voulez pas voir qu'il y a un peu un souci, c'est que vous voulez juste profiter de votre fantaisie orientalo-raciste en évitant toute responsabilité, et rien de ce que je dis ne pourra changer ça. Bref. Le problème, c'est pas juste que les gestrales ou les sirènes soient un peu clichés, c'est que ça s'inscrit dans une vision du monde profondément coloniale que développe le jeu. Cette image d'un Occident droit et rationnel face à un Orient dangereux, à dompter, un Orient primitif qui n'atteindra jamais la civilisation, cette image, elle organise toujours aujourd'hui des relations de racisme, de guerre et de massacre. Elle justifie une islamophobie radicalisée qui menace de mener l'extrême droite au pouvoir. Elle justifie des massacres menés par des grandes puissances impérialistes comme en Irak, le génocide à Gaza, ou l'inaction face aux massacres génocidaires liés à l'exploitation des terres comme au Congo ou au Soudan. Bien sûr, beaucoup de tout ça n'est pas conscient. C'est des imaginaires charriés par les inspi dans lesquels puissent clair-obscur, de la BD franco-belge, du roman d'aventure, voire directement du JRPG. Des inspi qu'ils récupèrent sans la moindre distance critique, sans réfléchir une seconde à ce qu'il leur fait dire de nouveau. Il y a, au cœur de tout ça, une ignorance confortable et un manque d'intérêt cruel, presque une aversion pour ce que l'art peut dire du monde. Et on va voir que ça, c'est deux traits assez centraux. Surtout, ce qu'on commence à voir, c'est que c'est pas juste un problème au niveau des gestrales. Ce côté Occident contre Orient, raison contre folie, civilisation contre sauvage, il s'incarne aussi dans tout le reste du jeu. Tout le combat de l'expédition au milieu des terres sauvages. En fait, c'est littéralement ça l'histoire. Le combat de lumière, la civilisation, la raison, contre une peintresse devenue folle. On ne fait que commencer à voir le problème. Jusque-là, on a pris le problème par un bout, le côté sauvage, oriental d'Expédition 33. Mais l'autre pendant du grand combat au centre du jeu, c'est Lumière et sa fierté bleu-blanc-rouge. Du coup, cette fois, on va essayer de regarder les choses de ce côté-là. Clair-Obscur porte très fièrement une identité française. C'est le Paris Belle Époque, c'est les fleurs de Renoir, c'est les inspi BD franco-belges qu'on ressent. Même en version anglaise, les persos lâchent des « Papa, maman... Putain! Merde! » à tout bout de champ. Bon, perso, ça me hérisse le poil dès qu'on parle d'identité française. Et ça me terrifie un peu de voir nos conventions se transformer en apéro saucisson pinard rempli de moustachus en marinière et béret. Genre, paie ton rassemblement génération identitaire. Mais bon, vous allez me dire, si c'est juste une histoire de goût, c'est pas bien grave. Or, ça tombe bien, il n'y a pas grand-chose de plus politique que la construction de l'identité française. Pour voir ça, il va falloir un petit peu de contexte. Je préviens, cette partie, elle va pas mal parler de contexte historique, mais vous allez voir, dès qu'on va revenir à Expédition 33, ça va aller très vite. Et si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez passer direct à la partie C sur la peintresse. Comme le raconte Gérard Noiriel dans son Histoire populaire de la France, qui va être un peu ma source ici, l'idée qu'il faut une identité française unifiée, c'est assez récent. Même au cours du Moyen-Âge, ça n'existe pas vraiment. Le royaume franc est sans cesse divisé entre héritiers puis réunifiés. Non, en fait ça arrive plutôt au XIVe siècle, le moment où le roi a l'idée de lever un impôt à travers la France, pour financer la guerre. À partir de là, on commence à avoir besoin de trouver des grands symboles pour la France, bref, vous connaissez un peu la suite. Fast forward, on arrive au XIXe siècle. Expédition 33 s'inspire de la Belle Époque, qui, en plus d'être une période de prospérité, est aussi une espèce de symbole pour l'identité française républicaine. C'est la Troisième République. Or, la République, c'est déjà une petite révolution pour l'identité nationale. En effet, elle établit une identité entre gouvernants et gouvernés. Tu es plus sous le pouvoir des rois français, le président, il est français comme toi. Ainsi, tout le monde doit se sentir français, citoyen, participant à la démocratie. Et c'est Jules Ferry qui mènera les politiques pour inculquer ça au peuple. On apprend le récit de la nation partout dans les écoles,
on érige la tour Eiffel, etc., etc. Tout ça semblerait presque de gauche. Mais, en fait, l'identité française, elle sert, à ce moment-là, des buts politiques bien précis. D'une, elle est utilisée pour combattre le royalisme, encore très présent dans les campagnes, mais surtout pour calmer les ardeurs des ouvriers trop énervés. 1871, c'est la Commune, une révolution dans Paris, qui chasse les troupes et établit un proto-communisme pendant 72 jours, puis elle est réprimée dans le sang. Le spectre de la Commune, il est encore très présent pendant la Troisième République, et le régime cherche à établir que non, le bon citoyen, il citoyenne dans les urnes. Le royalisme, c'est contre la France, mais la Commune et le communisme, c'est contre la France aussi. L'époque dont clair-obscur s'inspire. C'est donc une époque bien plus lisse pour l'identité française #républicaine que, par exemple, la Révolution. C'est le triomphe d'une république petite bourgeoise. Jules Ferry le dit lui-même, la France est un pays de petits propriétaires. Les images qu'on retient de l'époque, notamment via la peinture, ce sont les visages joyeux qui se promènent oisivement dans les parcs, qui font des pique-niques et qui profitent de la vie. Alors, à l'époque, laissez-moi le temps de retrouver les congés payés, il y en avait... Ah, ça n'existait pas encore pour les ouvriers. C'est que les bourgeois qui ont cette vie-là, le reste y crève à l'usine. Et c'est cette imagerie de la joyeuse et légère oisiveté bourgeoise que reproduit Clair-Obscur pour décrire un passé glorieux, effaçant du tableau tous ceux qui souffrent. Mais, deuxièmement, l'identité française, elle se construit aussi en opposition à un en-dehors, en opposition aux étrangers et aux colonies. C'est à cette époque que les journaux commencent à accuser les travailleurs immigrés, italiens à l'époque, de voler le travail des bons Français et d'être violents. L'insécurité, elle sert déjà à faire en sorte que les travailleurs y voient les étrangers comme des ennemis et plus leurs patrons. Pendant ce temps, dans les colonies, les indigènes sont exploités de façon ultra violente, et chaque révolte est tournée comme une attaque de eux contre nous. Menace à la nation. D'ailleurs, les deux commencent à se mélanger. Les opposants politiques, royalistes comme gauchistes, deviennent des traîtres à la patrie, et ils sont l'anti-France. Ils sont l'islamo-gauchisme... Ah, non pardon, ça c'est aujourd'hui. C'est essentiel. L'identité nationale, elle se construit face à une menace. C'est important d'être fier d'être français, parce que sinon on va se faire engloutir. Si, nous les gauchistes, on râle contre les grandes célébrations de l'identité française, c'est parce qu'à chaque fois, le sous-entendu de ces grandes célébrations, c'est « notre identité, elle est menacée. On doit la brandir pour la protéger. » On construit toujours en même temps l'idée qu'il y a une menace. Et cette construction d'une menace, elle sert à pacifier les oppositions au capitalisme et encore plus au colonialisme. On met concrètement des limites à la démocratie, en dénonçant les opposants comme une menace pour la France, une menace venue de l'extérieur, d'au-delà de la civilisation. Et rappelons-le, ça se fait très littéralement pour les colonisés. Ils n'avaient pas le droit de citoyenneté, parce qu'ils étaient primitifs, une menace de l'extérieur. Et on leur refusait ainsi toute voie politique, toute autodétermination. Les opposants se mettent ainsi à représenter la menace d'une nature sauvage et barbare envers la civilisation. Or, là encore, il y a une continuité, même un peu lointaine pour l'instant, avec Clair-Obscur. L'identité lumiérienne, elle se définit aussi comme une opposition à une menace. Et c'est aussi une menace de la nature. Mais comment on est passé de l'un à l'autre ? L'art du 19e siècle est traversé par une opposition. Entre, d'un côté, une nature rassurante, familière qu'il y a chez nous, celle qu'on retrouve dans les tableaux de l'impressionnisme, et une nature folle, irrationnelle qui s'étend au-delà, et qu'il faut dompter. On trouve un excellent exemple de cette nature sauvage dans la flore complexe de l'Art nouveau, qui est le style emblématique de la Belle Époque. Comme le raconte Deborah Silverman dans le passionnant article Art nouveau, Art of Darkness, les pionniers de l'Art nouveau belge en particulier, dont Victor Horta, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, vont effectuer plusieurs voyages dans le Congo belge. Et en revenant, ils vont utiliser les matériaux et s'inspirer de la nature qu'ils découvrent pour créer des pavillons luxuriants pour le roi Léopold. L'Art nouveau belge s'appelle d'ailleurs à ses débuts le style Congo. La Belgique, comme la France, vient de connaître une expansion coloniale majeure. Mais le roi avait pas le temps de se déplacer jusque dans les colonies. Il ne pouvait les observer qu'à travers des cartes, des livres ou des représentations.
Alors il envoie ses architectes et créateurs au Congo pour leur demander, au retour, de construire à domicile des symboles de son empire. Horta en particulier crée ce style complexe, où des ornements végétaux délicats fleurissent dans chaque recoin. Sa ligne courbe marquera profondément l'Art Nouveau. Et cette ligne, elle a un nom. Elle s'appelle la ligne coup de fouet. Ouais. Pour Silverman, Horta s'est indubitablement inspiré des formes des lianes, des racines de caoutchouc et de la courbe cinglante du fouet qui claque qu'il a pu observer dans les colonies. Le rôle du style Congo, c'était d'orner les intérieurs de symboles des colonies, comme des symboles de puissance, et la ligne coup de fouet, fusion de la racine de caoutchouc et de la violence de son exploitation, en faisait partie. Pour rappel, l'exploitation du caoutchouc au Congo, c'est l'un des épisodes les plus sanguinaires du colonialisme. 4 à 8 millions de morts en une dizaine d'années. Et si vous vous dites que ça ressemble aux bouches de métro parisiennes, oui bien sûr, Hector Guimard, le concepteur de ces bouches, a été une fois visiter l'hôtel Tassel de Horta et il a tout copié. Non genre, vraiment. Hector Guimard a entrepris un voyage qu'il a mené en Belgique en 1895 et ça a été pour lui l'occasion de découvrir l'hôtel Tassel, notamment de Victor Horta. Ça a été un véritable choc esthétique pour lui et un certain nombre des éléments ornementaux, des éléments décoratifs de ce Castel Béranger évoquent clairement ce que Hector Guimard avait pu voir à Bruxelles, et notamment fameuse ligne en coup de fouet à laquelle on associe très généralement effectivement l'Art Nouveau. Dans le rapport à la nature de ses œuvres, il y avait un message. Deborah Silverman souligne qu'on s'éloigne de la nature représentée par le feuillage, la fragilité organique et l'ornemental. La nature du Congo transcendait la réalité quotidienne. Elle était dans le royaume du surnaturel, sauvage, rampante, indéterminée, infinie. Elle était une menace à la civilisation et en même temps prête à être domptée. En fait, à travers l'Art Nouveau, on rapportait cette nature à domicile, en ornement partout sur nos bâtiments, comme on construisait d'innombrables serres pour y exposer la flore venue des colonies, comme on rapportait les colonisés pour les exposer dans des zoos. Exposer cette nature sauvage et menaçante dans l'espace domestique, c'était une preuve de son contrôle et de sa domination. Donc oui, en fait, je déconne pas. Bander sans recul l'esthétique de la Belle Époque, c'est reprendre des images de prospérité chargées très très directement d'une histoire sanguinaire. La relation qu'une société entretient avec la nature, elle est profondément politique. Et au XIXe siècle, cette relation, elle s'imprègne des peurs coloniales. Le colonialisme, il s'imprime jusqu'aux jolies lianes qui ornent nos murs et nos bouches de métro. Et tu peux pas juste reprendre ces inspi sans te demander ce que tu leur fais dire à nouveau. On en a déjà un peu parlé. En plus de fantasmer la Belle Époque, Clair-Obscur s'axe entièrement sur cette opposition entre nature rassurante à lumière et nature primitive dans le reste du monde. Ces broussailles de fleurs et ces caves aux 1000 recoins cachent des monstres aux formes éthérées, surnaturelles, au point que certains commentateurs y ont vu des références à l'Art Nouveau. Bon, je l'ai déjà un peu sous-entendu, cet imaginaire d'une nature au-delà des frontières qui serait irrationnelle, sauvage, menaçante, il semble quand même sacrément symétrique à celui des colonisés comme menace de la nature. Et c'est pas un hasard. Pendant ce même 19e siècle, on voit les grands récits d'extrême droite changer. Ils perdent un peu leur côté royaliste et reprennent les nouveaux contours de l'identité nationale. La nation concerne tous ses sujets. Tous participent à la nation, alors plus par le vote pour les fascistes, mais en faisant du travail, des enfants et de la guerre. Et ils radicalisent cette identité nationale, en reprenant des idées darwiniennes. La civilisation humaine n'est qu'une brindille dans le grand ordre froid de la nature. Si elle ne se tient pas au sommet de l'évolution, elle peut être balayée à chaque instant par le monde sauvage, que ce soit les animaux, les catastrophes ou les étrangers. Elle doit donc s'unir dans sa grandeur et sa force raciale pour tenir. Du coup, tous les petits Français, hop, au boulot, à l'usine, les Françaises à la maison, on fait des enfants pour la grandeur du pays. Les idées fascistes prennent corps.
nombre d'auteurs fantastiques reprennent ce récit dans leurs imaginaires, notamment ce gros rasselard de Lovecraft, qui écrit longuement sur la petitesse de l'homme face à cette menace existentielle de la nature, et si tout ça vous dit quelque chose, c'est parce que, oui, je l'ai déjà raconté dans ma vidéo sur Mass Effect. En fait, là, vous avez le schéma classique du récit de fantasy libérale actuel. Une menace existentielle qui nous force à oublier toutes les divisions de classe, de race, de genre à l'intérieur de la nation. Mass Effect ressuscite ce récit et en fait quasi le monomythe actuel. La menace existentielle des moissonneurs, venue pour effacer toute forme de civilisation, force la galaxie à s'unir. Et là-dedans, Shepard joue l'Amérique interventionniste. Vous avez une version encore plus droitarde de ce récit-là dans Arcane, où là, littéralement, les pauvres exploités dans les mines, ils sont obligés de pardonner aux bourgeois qui viennent tout juste de les gazer et de mourir à leur côté sur le champ de bataille, parce qu'en face, il y a la menace existentielle des méchantes tribus noires. On joue gentiment, et déjà bien maladroitement, la diversité dans Piltover, pour à côté raconter le truc le plus raciste que j'ai vu depuis longtemps. Clair Obscur rejoint complètement ce schéma, et c'est là que je voulais en venir. Lumière est ce qui se tient droit face à la menace existentielle de la peintresse. Dans Expédition 33, elle n'est pas juste périphérique pour l'identité nationale des Lumériens, au contraire, cette identité nationale se construit en opposition à elle. Mais elle représente quoi, exactement ? J'ai vu pas mal de gens interpréter que le gommage représenterait la Première Guerre mondiale. Ce serait logique, c'est bien le choc brutal qui met fin à l'insouciance de la Belle Époque. Mais c'est une théorie qui correspond pas à grand chose de ce que nous montre le jeu. On l'a dit en partie 1, Expédition 33 définit sa menace comme étrangère et sauvage. Elle est dans le domaine de la déraison. C'est la folie de la peintresse qui menace les habitants de Lumière. Chose notable, cette menace, elle est aussi profondément féminine. Et même après le plot twist, la folie reste du côté de la femme. En miroir, cela peint Lumière comme le camp de la raison, le camp du règne du masculin et de la blanchité. Bref, tout ça, c'est pas la Première Guerre mondiale. Folie, féminin et Orient ont été profondément liés ensemble dans notre imaginaire depuis le XVIIIe siècle, comme danger qui menaçait d'emporter l'Occident. Le jeu est pas, en vérité, une histoire à propos de la peinture, ou au fond une histoire à propos de la folie du deuil, ou même une histoire à propos de l'Orient et de l'Occident. Les trois sont liés dans nos inconscients, notre culture les lie systématiquement, et Clair-Obscur les lie à nouveau. Les populations sauvages et orientalisées du jeu sont des représentations de la folie et du deuil. C'est la folie et le deuil portés par des femmes. Dans Clair-Obscur, l'Orient représente la folie représente le domaine du féminin, le féminin s'incarne dans l'Orient. Clair-Obscur traite les trois comme des équivalents, il les échange sans cesse par métonymie. C'est un élément essentiel de la pensée des droitards, le fait qu'il y a une correspondance entre l'organisation de leur fort intérieur et l'organisation du monde. Pour eux, au cœur de chaque être humain, il y a un être sauvage, qui violerait et tuerait s'il était laissé libre. Alors, l'homme doit se faire une cuirasse contre sa propre folie. Et pour eux, de la même façon, le monde barbare, c'est-à-dire là où il y a des Noirs, des Arabes et toutes les populations qui vont être racisées à un instant T, c'est ce lieu sauvage où les désirs sont libres. Et l'Occident est la cuirasse qui doit protéger le monde contre sa propre folie, en le colonisant. De la même façon, l'homme, le mâle viril, il est la cuirasse du monde contre la folie de la femme, etc. Pour Klaus Teweleit, au cœur du fascisme, il y a l'utopie d'une irresponsabilité paradisiaque. Vivre au paradis, c'est-à-dire vivre en laissant libre cours à ses désirs violents, ça serait irresponsable. Alors on est obligé de les réprimer. En fait, le monde idéal, l'utopie des fascistes, c'est celui d'un pouvoir autoritaire fort qui retient ce fameux monde sauvage. Mais faut pas oublier que le côté folie, orient, femme, il est aussi le lieu d'un désir complètement libre, d'une imagination folle, et donc d'une certaine fascination. Les femmes sont des muses, l'Orient est source de mystère, l'Orient comme source d'inspiration infinie. D'ailleurs, c'est toute la fascination qui s'exprime dans la peinture orientaliste.
Mais attention, à trop y regarder, on pourrait se laisser engloutir. Et vous vous rendez peut-être compte que là, on raconte trait pour trait le récit de Clair-Obscur. On incarne une lutte contre la peintresse qui est prise d'une folie causée par le deuil. C'est donc une folie qui est à la fois une folie intérieure, causée par des sentiments trop forts, mais aussi la folie d'une inspiration artistique devenue folle et qui menace la raison. C'est une folie qui est systématiquement féminine, qui menace le contrôle masculin, et c'est enfin la folie menaçante d'un Orient barbare qui risque de faire tomber l'Occident glorieux. C'est juste précisément ça que raconte Expédition 33 en son cœur, sans déformation. Et si vous avez été au bout du jeu, vous devriez voir encore mieux ce que je veux dire. Le jeu raconte, littéralement, la bataille contre cette folie. Toute l'identité lumérienne, toute l'identité française, elle se constitue sur la gloire de l'expédition, sur la fierté d'accomplir ce devoir. Cette identité nationale se construit sur le front de la bataille contre la déraison. Elle est, littéralement, cette cuirasse de l'homme. C'était la bataille que la France s'imaginait mener en colonisant le monde, en pillant sa culture avec l'orientalisme, en opprimant les femmes. Tout ça pour imposer sa loi impérialiste d'airain. Et en plus de l'histoire générale de la bataille contre la folie, chacune de ces associations, elles sont répétées, telles quelles, dans le jeu de Sandfall. L'identité lumérienne, le peu de place qu'elle accorde aux femmes, aux étrangers, quand ils sont pas trop sombres, c'est parce qu'ils prouvent leur déférence à la nation, à la lutte contre l'extérieur. Bref, c'est comme en Amérique, le meilleur moyen de prouver que t'es un bon Américain, c'est de buter des Arabes. C'est donc un mythe néocolonial qui renforce l'image d'une blanchité dominant paisiblement le monde. C'est un mythe bourgeois. Souvenez-vous, on se retrouve avec des images d'oisiveté bourgeoise, et c'est en lien avec le mythe colonial. C'est la menace existentielle du sauvage qui a permis d'effacer la lutte des classes ici. C'est aussi un mythe patriarcal, qui pousse à renforcer les rôles de genre. Les femmes doivent faire des enfants pour faire survivre la nation menacée. C'est ultra présent dans le prologue du jeu, qui parle du conflit entre Gustave, qui veut faire des enfants pour préserver l'espoir dans le futur, et son ex-compagne, Sophie, qui a refusé d'en avoir. Certains dialogues jouent le progressisme. And yet you didn't have children. I'm not having this conversation with you again. Sophie justifie son choix de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle ne veut pas leur donner une vie où ils n'auront que quelques années à vivre. Do you care so little about the future of Lumière? How can you be so selfish? I'm not selfish enough to bring others into our doomed world. #wokisme. Mais concrètement, quand le lore inscrit dans le marbre qu'on est dans un monde en déclin et que le seul espoir c'est d'avoir des enfants, c'est là qu'elle se joue la mythologie patriarcale. Qui plus est, c'est le cataclysme du gommage qui empêche Sophie de vouloir des enfants. C'est lui qui casse son beau couple avec Gustave. L'histoire, c'est toujours que la forme idéale, ce serait d'être marié avec des enfants. Et la beauté d'une certaine des fins, c'est justement de revoir tous ces beaux couples hétéros réunis. Genre, la première ligne de dialogue du jeu, c'est de la misogynie, vaguement déguisée derrière « Haha, non mais en fait on parlait du gommage, hein ». If you're gonna give someone flowers, you should probably do it before they wither and die. What, the flower? Or Sophie? Le pire, c'est qu'au fond, la France d'Expédition 33, elle est un peu disneylandesque. On a placé 3 bâtiments haussmanniens, des petites chansons en français et un skin béret marinière. Le manoir de Renoir, c'est de l'art déco. Et l'art déco, c'est un style qui évoque plutôt l'Amérique et qui a pas grand chose à faire ici. Même Renoir, on en retient qu'il a peint des fleurs et pas grand chose de plus. On s'est peut-être dit chez Sandfall justement que ça ferait pas trop bandeur de la France si on restait un peu nonchalant dans notre patriotisme. Mais du coup, ce qui caractérise entièrement cette identité française dans le jeu, toute superficielle qu'elle soit, c'est pas un attachement en quoi que ce soit, c'est de se tenir droite, comme pilier de lumière, face à la folie du monde et à sa sauvagerie. Ça me fait plus penser à ces droitards sortis d'école de commerce sur TikTok. Tu les vois mettre un béret, croquer dans de la viande rouge, et râler parce qu'on veut nous voler nos traditions. Mais ils ont aucune connaissance de ces traditions, aucune connaissance de toutes les spécificités locales, et aucun amour pour elles.
Leur identité française, c'est aussi une identité Disneyland. Elle n'a aucun intérêt matériellement pour les travailleurs, ceux qui font les produits qu'ils kiffent tant. Cette identité, elle est construite uniquement sur le fait de vouloir dégager des Arabes. Et l'identité française de Clair-Obscur, elle a exactement la même topologie. Ultimement, elle repose pas sur des grands principes partagés, elle repose sur le fait de faire face aux sauvages. Et en ça, d'un bout à l'autre, exactement les mêmes. Il reste une dernière partie du jeu que j'ai pas encore abordée, et c'est la fin. Du coup, si vous voulez éviter les spoilers, passez directement à la conclusion. Dans les dernières heures de jeu, Clair-Obscur nous révèle son plot twist. Depuis le début, nous sommes en fait dans la dernière peinture qu'a réalisée Verso, le frère de Maël, avant qu'il ne meure dans un incendie. Inconsolable suite au tragique événement, sa mère, Aline, se plonge dans le tableau. Elle y recrée un univers complet, plus une version imaginaire de Verso, et elle s'y abandonne. Son mari, Renoir, finit par y plonger pour la sortir de là. Après une longue bataille, il réussit à mettre en place le gommage, effaçant année après année le tableau. Finalement, Maël, qui hors du tableau s'appelle Alicia, plonge dans celui-ci pour y chercher ses parents. Elle y naît à nouveau et elle oublie tous ses souvenirs. Les événements du jeu commencent des années plus tard. Maël Alicia a grandi à nouveau, elle mène à bien la fameuse expédition et chasse ses parents du tableau. Elle hésite à l'effacer, mais elle craque. Elle décide d'y rester à jamais, incapable de se séparer de la version imaginaire de son frère, tandis que le Verso du tableau tente, une dernière fois, d'effacer la peinture pour renvoyer Maël dans la vraie vie. Votre choix sera de prendre le camp de Maël, vivre dans la peinture, ou de Verso, effacer tout. Ah, est-ce que j'ai mentionné que, dans la vraie vie, Maël Alicia a été défigurée dans l'incendie qui a coûté la vie à son frère, ses blessures la rendant aussi muette. Je vous ai dit qu'elle fait systématiquement référence au fait qu'elle veut rester dans le tableau pour échapper à une vie d'isolement et de souffrance à cause du handicap, même si rester dans le tableau veut dire la mort. Life. My life of loneliness in a shell of a body, with no voice and no future. Une fois de plus, on a une vision misérabiliste du handicap qui est utilisée juste pour évoquer un destin pire que la mort. C'est fatigant de voir encore ces troupes de merde, surtout à une époque où on propose de plus en plus directement l'euthanasie aux personnes handies plutôt que de leur offrir des conditions de vie dignes. Revenons à notre fin. Clair-Obscur, c'est donc le récit d'une lutte contre la déraison qui est systématiquement caractérisée comme féminine. Avant le plot twist, on pensait se battre contre la folie de la peintresse qui effaçait tout. Après le plot twist, on se rend compte que la folie de la peintresse, c'était le fait de peindre. Mais c'est toujours elle la folle. D'ailleurs, est-ce que vous avez au moins remarqué que Aline n'a quasi pas une seule ligne de dialogue du jeu, alors que Renoir nous fait facilement une vingtaine de grands discours ? La fin de Maël, le seul moment où une femme impose sa volonté, elle est dépeinte comme égoïste et quasiment détraquée. Et venez pas me dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin. On comprend qu'en restant dans le tableau, Maël se condamne à mort. La cinématique de fin sous-entend qu'elle utilise les habitants du tableau comme des marionnettes. Elle est littéralement tournée comme une fin d'horreur, cette cinématique. En fait, depuis le début du jeu, à chaque fois que quelqu'un doute de l'expédition, c'est une femme. Et c'est l'homme qui doit la remettre dans le droit chemin. Gustave, puis Verso, incarne la droiture qui se dresse face à la faiblesse et à la folie féminine. Le rôle de Renoir, c'est d'aller effacer les peintures de sa femme. C'est ça le putain de scénar du jeu. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence ? Expédition 33 est remplie d'une misogynie dévorante, ininterrompue d'un bout à l'autre du jeu. C'est elle qui organise tout son scénario. Le symbole final, c'est que la tour Eiffel qui bandait mou de lumière est redevenue une tour Eiffel qui bande dur. C'est littéralement Renoir qui a réimposé sa loi du père et son gros phallus. Et croyez-moi, je déteste tomber dans les interprétations psychosexuelles des œuvres, mais quand elles s'imposent à ce point-là, c'est que le mec qui a dessiné ça avait vraiment un imaginaire bien obsédé par le gros pouvoir de son gros chypre. Mais reste que la fin semble diluer une partie de notre analyse.
Bon, on se battait contre les créations de la folie féminine orientale, ça change pas. Mais tout le côté bandeur de saucisson pinard, belle époque, d'expédition pour défendre la France contre le remplacement. L'effacement ? Est-ce que la fin, elle dirait pas justement qu'au fond, il faut abandonner tout ça et revenir dans la réalité ? Pourtant, ça semble quand même aussi un peu facile de tartiner 20 heures de travail famille-patrie, d'en faire un univers dans lequel les gens se projettent à travers des fanarts, des cosplays, etc. Et de dire à la dernière seconde « Oui mais bon, c'est pas pour promouvoir ça, c'était juste un setting ». Comment comprendre cette fin ? Ben, si vous me connaissez, vous savez ce que je vais dire. L'art, c'est une question de plaisir. L'art, c'est nos fantasmes. Il faut se laisser guider. Alors, laissons-nous un peu guider par Expédition 33. Clair-Obscur offre le plaisir de se projeter dans une version mythologisée, blanche, bourgeoise de la belle époque. Et la déchéance de cette époque, elle fait aussi partie du fantasme. Cette belle époque, elle est le tableau de Verso. Elle naît de la grande vision de l'homme blanc. La mort de Verso, elle représente effectivement la fin de cette époque. Ainsi, le deuil de Clair-Obscur, c'est pas juste le deuil de Verso, c'est pas juste le deuil de n'importe quel personnage imaginaire. C'est le deuil de toute cette époque qu'il faisait exister. C'est le deuil du fils héritier, et de pas n'importe qui, de Renoir, qui promettait de maintenir le règne du père. La question qui reste maintenant, c'est qu'est-ce que le jeu a à dire sur ce qui vient après cette époque ? C'est justement ça qui est énigmatique. En surface, pas grand-chose. Si on choisit de détruire le tableau, le jeu se termine en montrant la famille qui se recueille sur la tombe de Verso, et c'est tout. On ne voit aucune image de l'époque qui succédera à celle du jeu. C'est pas neutre, bien au contraire. Tout ce qui vient après est en fait défini en négatif, comme la chute d'un passé glorieux. Un passé qui, on a passé 1 heure à le montrer, est blanc, hétérosexuel, patriotique, entièrement caractérisé par son rapport nationaliste et colonial au monde. C'est une caractéristique essentielle des mouvements réactionnaires, mythifier une époque passée où l'on vivait en harmonie, mais d'où l'on a été déchu. Nationalisme, palingénétique. C'est pour ça que je dis que c'est leur fantasme que Lumière soit déchu. Le nationalisme a besoin de raconter qu'il arrive après la fin d'une époque glorieuse. Les boomers ont besoin de dire que c'était mieux avant, sans vraiment dire pourquoi c'était mieux avant, en oubliant que la pauvreté elle était encore plus rampante, que les rues étaient crades et que les bourgeois étaient sanguinaires. Non, ils font juste un signe de tête vers les rues blanches et les femmes souriantes dans les bras de leurs époux, pour dire « Oh, c'était quand même bien. C'est quand même dommage qu'on ait perdu ça. » L'époque de Lumière avait besoin de se terminer, parce qu'elle était faite pour devenir une bonne excuse pour le nationalisme, un passé sentimentalisé, idéalisé, une belle raison pour réimposer, aujourd'hui, sa loi cruelle. Et puis, au pire, dites-moi, s'il y a une déchéance de la belle époque que décrit Clair-Obscur, de ces couples blancs oisifs et de ces aventures exotiques, c'est quoi les causes ? C'est quoi qui a changé depuis ? Les victoires ouvrières, la chute des colonies, la libération des femmes, les quelques droits LGBT qu'on a réussi à grappiller, et la mixité raciale. C'est ça, la déchéance. Les droitards ont donc juste très bien compris que c'était ça que disait le jeu en fond. Se débarrasser des névrons, se débarrasser des woks à 2 balles, ça permet de faire des très très grands jeux. On est d'accord, c'est même probablement pas conscient chez ses créateurs, comme c'est pas conscient chez beaucoup de gens qui ont joué au jeu. C'est ça qui est si confortable. On n'a même pas à conscientiser que c'est le propos qui tienne et que c'est ce qu'on est en train de consommer. Ils ont juste à s'épancher sur leur nostalgie d'un passé, avec des femmes blanches et joyeuses, des grandes aventures pour la nation, sans être trop explicites sur ce qu'ils décrivent en miroir comme une chute, en peignant simplement cette époque d'un trait noir et doré. On vous a sûrement déjà fait cette blague.
On vous montre ce tableau, on vous laisse 2 secondes et on vous dit « Joli, hein ? Vous venez d'apprécier un tableau d'Adolf Hitler. » En vrai, je pense que ce tableau, aujourd'hui, il est assez inoffensif. La grandeur calme d'une Allemagne dominante, isolée, rayonnant dans une douce lumière matinale, surplombant sans effort le monde naturel du haut de son pic, à part chez quelques nostalgiques un peu hardcore du Troisième Reich, ça fait plus vibrer les foules. Et, qu'on soit clair, je trouve clair-obscur bien trop romantique, bien trop sensuel pour être comparé directement avec la dureté, la froideur de l'art directement produit par des fascistes. Même si, bon, c'est exactement la même vision d'une France dominante, isolée, qui se retrouve dans Clair-Obscur. Signe que les 2 rêves de grandeur nationalistes sont pas aussi éloignés qu'on aimerait bien le croire. Une fois de plus, c'est un jeu de trentenaires centristes qui conscientisent pas encore qu'ils sont en train de glisser à droite. Mais ce qui marche encore avec cette provocation un peu bête, c'est que elle nous met face à une question pressante. Qu'est-ce qui me plaît dans l'art de droite ? Comment est-ce que je fais pour le repérer ? Comment est-ce que je fais pour rediriger ce qu'il me fait parfois ressentir de profond ? Dans sa vidéo sur le sujet, Jacob Geller reprend un élément très intéressant. Il montre que les mouvements d'extrême droite font systématiquement la distinction entre un art beau et un art dégénéré. Et que la différence, elle est juste évidente. Elle est dans l'évidence. L'art beau, il est d'une beauté évidente. Les statues grecques, l'architecture classique, la peinture Renaissance, ça respire la grandeur. Ça donne envie de se tenir tout aussi droit. L'art dégénéré, c'est tout l'art étrange, qu'on ne comprend pas immédiatement. Cet art contemporain, ces toiles avec 2 grandes bandes de couleurs, toutes ces choses avec des formes et des sonorités bizarres. D'ailleurs, il y a tout un mouvement artistique centré sur l'art des personnes en dehors des connaissances académiques. Un art de gens qui ont souvent des choses assez brutes à exprimer, et qui le font de manière très directe. Dont, quelle surprise, beaucoup de personnes folles. C'est aussi, évidemment, un art qui est soit fétichisé très bizarrement, soit traité avec beaucoup de dédain, traité comme un art dégénéré. Et en fait, ça correspond beaucoup à cet art délirant de la peintresse qui a besoin d'exprimer des choses lourdes. Elle est en train d'encaisser un deuil, en train de rassembler ses souvenirs, et d'essayer de coucher des sentiments complexes et violents sur une toile. Et ce gros connard de Renoir va dans la cave lui foutre une raclée et effacer ses tableaux. Mais vous vous rendez compte de la misogynie de votre merde ? De la violence conjugale derrière les grands chœurs chantant « Aline, Renoir ». Même en parlant uniquement de peinture, Clair-Obscur établit cette distinction entre un art raisonnable et un art qui est libre, qui est terrifiant et dangereux. La distinction n'est pas sur une ligne aussi hard que chez les fachos, mais c'est la même et elle est totalement compatible. Et à travers cette distinction, on reprend le traitement des fous par la psychiatrie. On veut remettre Aline dans le rôle qui arrange la société. On a besoin d'elle dans son petit rôle de mère. Quand on demande autour de nous pourquoi les gens aiment Clair-Obscur, on entend beaucoup de cette évidence. C'est un jeu qui est beau, touchant. Il parle de deuil. On se reconnaît assez facilement en Gustave, héros au cœur noble malgré sa maladresse. En Maëlle, jeune fille aux grands yeux, symbole de pureté, à laquelle on promet le monde, mais qu'il faudra protéger de la violence du monde et protéger d'elle-même. Ce sont des figures qu'on connaît, qu'on a vues 1000 fois dans nos récits d'enfance, dans les livres d'aventure. Ça fait plaisir de les retrouver. Ils permettent de se projeter dans un monde, un monde pas tout calme, mais un monde qui offre une sécurité, un confort qu'on pensait presque avoir perdu. Malgré toutes les épreuves auxquelles nos héros font face, tous leurs soucis sont contenus dans le cadre de la famille. Et tout ce qui arrive répond à des règles gravées dans le marbre. Les petites filles peuvent jouer, être folles, il y aura toujours un homme pour les rappeler à la maison. Les hommes y ont créé le monde, même déchirés par leurs sentiments, ils seront la voix de la raison. On se sauve du monde réel, un monde contemporain presque incompréhensible, où on est obligé aujourd'hui de penser à des problèmes d'une échelle qui nous dépasse, les horreurs de l'exploitation à travers le globe, les guerres, les génocides, le réchauffement climatique, l'extinction des espèces. Et tous ces problèmes, ils sont réduits à des conflits dans la famille. Et on s'identifie, on se glisse dans ces rôles de héros militaires qui se dressent face au grand autre, face à la nature et aux sauvages pour la dompter, pour défendre la nation.
C'est ça qu'on a raté dans notre éducation face aux idées nationalistes. On s'est toujours dit qu'elle viendrait avec toute la rage aux lèvres, qu'elle sortirait de la bouche d'agitateurs hargneux qui hurlent en postillonnant sur CNews. Mais bien plus souvent, cette propagande, elle est familière, elle est rassurante, elle est confortable. On y retrouve des récits d'enfance longtemps perdus. On s'y glisse comme dans des pantoufles moelleuses qu'on pensait avoir perdues, mais qui étaient juste restées cachées des années durant au fond d'un carton. Le JRPG, au contraire, est si souvent un genre de l'étrange et de l'inconfortable. Dans la grande liste des clichés du console RPG, établie depuis 2002, la seconde règle dit « La ville, village, hameau, planète du héros est généralement anéantie d'une manière spectaculaire avant la fin du jeu et souvent même durant la séquence d'ouverture. » Dans le JRPG, il n'y a pas de passé idyllique dans lequel se réfugier. Il a déjà été détruit, annihilé une première fois. Dans les imaginaires japonais contemporains, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont laissé en miettes tout fantasme d'identité nationale japonaise, parce qu'on sait qu'elle peut être réduite à néant à chaque seconde. La menace existentielle n'est pas un danger dans le futur qui nous force, par anticipation, à nous militariser et à nous fasciser. Elle est déjà arrivée, elle est parmi nous, et nous devons apprendre à vivre dans ses ruines. À travers l'histoire du JRPG, on est constamment confronté à une innocence à laquelle on ne peut jamais retourner. On est lâché dans le monde et on est forcé à se soucier de ses problèmes à l'échelle planétaire, mondiale, à se confronter à un univers incohérent et incompréhensible. C'est central dans Final Fantasy X, une des grosses inspirations de Clair Obscur et une inspiration qu'il ne comprend absolument pas. C'est toujours essentiel dans les grands noms du JRPG aujourd'hui, c'est essentiel dans Nier et dans tout le travail de Yoko Taro, c'est essentiel dans Métaphore et Fantasio, qui parle de souveraineté, d'apocalypse, de bestialité humaine. Au-delà du JRPG, c'est essentiel dans Silent Hill F, qui explore la violence sanguinaire, intrinsèque à la famille japonaise patriarcale moderne, dans Death Stranding, qui parle d'impérialisme, et qui, avec son langage pseudo-scientifique, qui fait des pirouettes dans tous les sens, parodie sans cesse par l'absurde de la science, et la prétention à connaître quoi que ce soit en fait. Il y a ce tweet sur Expédition 33 qui m'avait marqué. Sandfall aurait des conseils à donner à Kojima, créateur de Death Stranding, pour que ses scénarios soient clairs, intelligents, sans l'avalanche de dialogues pseudo-philosophiques. C'est pas par un random tweetos, c'est le rédacteur d'un site de jeux vidéo que je nommerai pas pour pas jouer au Geiger. Mais si Kojima nous noie sous une avalanche de dialogues pseudo-philosophiques, c'est pour nous rendre étranges des choses bien connues. La maternité, la technologie, la terre, la marche, la mort. Au contraire, regardez bien, la qualité d'Expédition 33, c'est sa clarté. Sa beauté n'a pas à être complexe, c'est un récit sur des thèmes qui nous touchent de façon évidente. La patrie, les hommes, la civilisation, la peur de l'autre. On est, en fond, précisément sur la division entre art beau et art dégénéré. Et c'est pas juste une interprétation foireuse de ce rédacteur, c'est bien Expédition 33 qui expurge tout ce qu'il y a d'étrange et de dérangeant dans le JRPG, et qui le ramène dans des coordonnées bien connues, bien rassurantes. Le nationalisme, la famille nucléaire bourgeoise et patriarcale. Et naturellement, ça change les gens, ça les fait rejeter cet art trop dérangeant, et leur discours se met à épouser tout seul une pensée conservatrice. Si Clair Obscur vous parle autant, si soudain d'un coup il y a un JRPG qui vous parle, c'est incroyable, s'il vous semble autant révolutionner le genre, c'est parce que c'est un JRPG de droite. Tout ça semble un crime sans coupable. Voilà, déjà c'en est pas un. La core team de Sandfall, c'est des gens qui ont passé 10-20 ans à Ubisoft. Ils ont vécu de l'intérieur les débats pour la représentation et l'inclusivité dans les studios. Quand ils décident de se barrer parce que ça devient ennuyeux, quand ils sortent un jeu de femmes poupées avec zéro diversité, ils décident d'ignorer des revendications qu'ils connaissent. Ils étaient à Ubi, à une époque où, selon de nombreux témoignages, les femmes étaient harcelées sexuellement au quotidien, pendant les réunions, où les remarques racistes fusaient en public. Si en 10 ans, ils n'ont pas développé une once d'empathie pour la misogynie et le racisme qu'on pouvait vivre dans l'industrie, pas un bout de compréhension de pourquoi il y a besoin d'inclusivité, c'est qu'ils étaient du côté du boys club. Mais, sur tout le reste de mon analyse,
Moi-même, j'ai souvent dû écrire que ça semblait pas voulu. Sandfall ont sûrement, sincèrement, juste dû vouloir raconter une grande histoire sur le deuil. Beaucoup de ces associations avec le sauvage, l'oriental, elles viennent de leurs inspirations, des JRPG, de la BD, des mondes de l'imaginaire. Ils les ont hérités sans même penser aux associations qu'ils étaient en train de recréer, aux visions du monde qu'ils reproduisaient, à ce qu'ils désignent comme une déchéance de leur passé glorieux. Les critiques, les joueurs, ne savaient pas, n'avaient pas les connaissances pour décortiquer tout ça. Pourtant, cette ignorance, elle est tout sauf innocente. C'est l'ignorance blanche dont parle Charles W. Mills. Une ignorance qui est savamment sélective. Bon, on se souvient de tous ces trucs qui nous faisaient un peu kiffer, on s'en inspire, on va pas faire plus de recherches sur ce qu'elles ont pu représenter, même si on sait que c'était à des époques pas incroyables. De toute façon, c'est enfoui au fond de journaux universitaires, parce que, en vrai, tout le monde a déjà un peu décidé collectivement qu'au fond, c'est quand même bien se compliquer la vie de penser à tout ça. Même les quelques-uns qui tombent un peu sur ce savoir, ils l'oublient bien vite. Ils ne le répètent pas trop, parce que ça coûte de rappeler que beaucoup de ce qu'on aime est imprégné de violence, ou parce que c'est pas tellement de ça qu'ils veulent parler. Et petit à petit, on retombe confortablement dans l'ignorance. Je vois cette ignorance directement avec mes vidéos, les gens les regardent avec une attention polie, ils les classent gentiment comme un point de vue intéressant sur le jeu, et ils les laissent bien triés au fond d'un tiroir. À travers mes vidéos précédentes, j'ai essayé de transmettre des outils, et c'est des outils qui marchent à chaque fois, qui marchaient pour Expédition 33, pas parce que j'ai un énorme cerveau, mais parce qu'ils ont été façonnés par des gens bien avant moi, testés, approuvés, affinés, qu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui les reprennent, qui les utilisent, et avec tout ça, personne n'en a rien fait avec Clair-Obscur. Et en vrai, j'en ai un peu marre de toujours éviter de dire les termes, mais je sais que mes vidéos, elles sont vues par des gens dont c'est le taf de savoir parler de jeux vidéo, des gens qui gagnent 3 à 4 fois plus que moi, c'est pas dur, je gagne l'équivalent d'un RSA, et tout ce que je fais ne change rien. J'ai l'impression de crier dans le vide. Bref. Je sais pas quoi vous dire. N'acceptez les excuses de personne. La prochaine fois aussi, ils feront de la merde, ils diront qu'ils ne savaient pas, et le monde entier les excusera. Prenez plaisir à garder les comptes, à garder votre rancune, et à les traiter avec tout votre dédain. Putain de caca clair-obscur. Ce qui me rend la plus triste, c'est peut-être la vision de l'art que porte Clair-Obscur. Le tableau n'y est qu'un échappatoire. L'art, c'est un mirage qui est plaisant à regarder, mais un mirage enfantin, trompeur, dangereux, et que l'on doit impérativement finir par faire disparaître, sans quoi on y reste prisonnier d'une illusion destructrice. Pour un jeu qui est censé établir le jeu vidéo comme un art, c'est atterrant de le voir décrire le jeu vidéo et l'art comme rien d'autre qu'un échappatoire. Bon, c'est sans surprise exactement le rapport à l'art dont je parlais dans ma vidéo sur l'orientalisme. Parce que, oui, c'est encore une putain de continuité. C'est aussi le rapport à l'art qu'on retrouve chez le Gamergate. Il répète toute la journée que le jeu vidéo n'est pas politique, qu'il n'influence pas les gens, tout en se battant férocement pour que le jeu vidéo promeuve leur vision du monde bien masculin, bien raciste. C'est en fait un moyen de mettre en place un déni bien pratique. Nous, c'est juste un art naturel. Il n'influence pas le monde. On se retrouve en fait dans l'ignorance blanche, dans l'aversion pour discuter de quoi que ce soit, de l'impact que le jeu vidéo il peut avoir sur le monde. Dans cette aversion pour l'art en lui-même. C'est exactement le même déni et la même aversion qui est au centre de Clair-Obscur. Après 25 heures à peindre une fascination pour la belle époque et la gloire coloniale, on s'en lave les mains comme un simple truc dont il faudrait grandir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. L'art guide nos vies et nos visions du monde, et Clair-Obscur marche très bien là-dessus. Si je peux dire un truc positif à son sujet, c'est qu'il a bien plus d'impact qu'il ne semble se l'avouer. Plein de gens s'identifient à Maël, à Verso, aux drames familiaux, aux rêves d'une grandeur française.
d'une droiture du devoir dans l'expédition, dans la défense contre les tranches. Et ça marche effectivement pour les faire glisser à droite. Expédition 33 est emplie d'une mélancolie du temps des colonies. Une mélancolie post-coloniale, pour reprendre le thème de Mehdi Derfoufi, qui est si présente dans nos œuvres. Il représente même une évolution dans cette mélancolie. Dans Assassin's Creed, elle est un peu paternaliste. On se glissait dans la peau du colonisé pour lui montrer ce qui était le mieux pour lui. Dans Mass Effect, on donnait fièrement à l'impérialisme les couleurs de l'ONU et des droits de l'homme. Dans Clair Obscur, cette mélancolie du bon temps des colonies, elle est désavouée. En vrai, les mouvements progressistes, ils ont eu leur effet. On sait que ces histoires de grandeur blanche, elles sont gênantes. On les répète avec un certain embarras, en les niant au final, en les repoussant dans le royaume de l'imaginaire. Mais derrière, les recréer dans un royaume purement fictif, ça permet aussi d'en assumer une version plus blanche, plus hétéro, plus misogyne et suprémaciste que tout ce qu'on a pu voir depuis 20 ans. Et c'est exactement ce que fait Clair Obscur. Ça pue la merde. Couleur embrasée, rouge feu violet, tableau que je ne peux voir. Fermez les yeux, reste le noir. En noir, ses yeux tristes. À travers l'or, son rire persiste. Dans chaque couleur, une part de lui. L'aimer toujours, même s'il n'est plus ici. Peindre l'amour, peindre la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, même si elle n'était pas très joyeuse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Un immense merci aux personnes qui me soutiennent financièrement sur Patreon et Ko-fi. Au passage, je sais qu'il est très probable que je me prenne une grosse vague de harcèlement suite à cette vidéo. Je m'étais déjà fait afficher une première fois par un gros influenceur d'extrême droite quand j'avais eu l'audace de critiquer le jeu dans un thread. Du coup, si vous voulez trouver un moyen de montrer du soutien, ce serait vraiment très très apprécié. Et un dernier petit mot. Par pitié, diversifiez les œuvres, les médias que vous consommez. Apprenez petit à petit à ne plus lier toute votre estime de vous à une seule œuvre. Je comprends, sincèrement, comme ça peut faire du mal de voir une meuf comme moi sur internet dire qu'un jeu autour duquel vous avez construit autant de votre personne, autant de votre valeur, est un récit aux accents violemment nationalistes et misogynes. Moi aussi ça m'arrive même quand j'écris ces vidéos, quand j'ai réalisé que Mass Effect c'était un jeu d'Américains obsédés par la lutte contre les terribles Arabes, ça m'a fait du mal. Parce que c'était un jeu important de mon adolescence. Mais il y avait tellement d'autres œuvres que j'aimais, et ça m'a pas détruite. Mieux encore en fait, ça m'a permis de mieux comprendre ce qui m'a remué dans le jeu, ces grandes peurs de l'inconnu par exemple, et de voir comment elles dépassaient du jeu, les liens avec la réalité, d'apprécier même la façon dont Mass Effect mettait en scène quelque chose qui va bien au-delà de lui, et d'apprécier comment d'autres œuvres en parlaient d'une manière différente et plus intéressante à mes yeux. Quand on réalise qu'il y a de l'art qu'on préférerait mettre de côté, derrière ce qui reste c'est plus d'art. Il y a toujours plus d'art. Il y a toujours plus de jeux vidéo. Et c'est de l'art qu'on peut mieux saisir, où on commence à voir les parallèles, les références, les évolutions. Prenez juste plaisir à approfondir votre relation avec l'art, que ce soit avec moi ou pas. Et enfin, sur des considérations beaucoup plus terre à terre, je l'ai un peu évoqué, d'habitude je l'évite un petit peu, mais soutenir la chaîne sur Patreon ou sur Ko-fi, ça compte beaucoup. C'est mon unique source de revenus. Pas de pression. On est dans une situation financière stable, à deux, avec ma compagne, malgré mes faibles revenus, et dans la France à Macron, je sais que c'est une énorme chance. Ça me permet de continuer un peu miraculeusement ce que je fais, à interroger le jeu vidéo, la pop culture et la politique, à travers les théories féministes, queer, post-coloniales. Je réalise que je reste une des rares personnes à faire ce que je fais, en particulier dans le YouTube français. De toute façon, dans l'absolu, je reste une des rares meufs queer. Bref, si vous êtes plus à soutenir la chaîne, ça veut dire que, déjà je pourrais souffler un petit peu, j'aurais plus à planifier sur 3 mois le moindre rachat de matos, c'est un peu
fatigant comme situation. Et puis, en fait, avoir du budget pour les vidéos. Pour qu'on fasse plus de props stupides comme ce magnifique Minitel qui nous a coûté dans les 30 balles avec le matos. Préparer plus de mise en scène cool, comme dans toutes mes dernières vidéos, avec mon incroyable directeur artistique ici présent derrière la caméra. Je l'ai dit, cette vidéo-là, elle était un peu simpliste, mais on est déjà en train de préparer des trucs vraiment cool pour les prochains mois. Du coup, si mes vidéos vous ont apporté des trucs, et que vous en avez les moyens, c'est un parfait moment pour vous abonner au Patreon, ou même soutenir avec un petit don ponctuel sur Ko-fi, ça fait déjà une diff énorme. Ah, dernière chose, je suis toujours actif sur H2. C'est une chaîne secondaire où je poste d'autres vidéos essais avec le montage bricolé plus rapidement, que d'ailleurs j'enregistre en direct sur Twitch dans une petite émission de temps en temps. J'avais déjà évoqué Clair Obscur dans un essai où je parlais de comment les AAA ils se mettent à être envahis de récits nationalistes à travers des histoires de pères tristes et de mères spectrales. Et justement, je viens d'en publier un sur le rapport du jeu vidéo à la peinture, en comparant justement Expédition 33 et Métaphore Refantasio. C'est aussi un petit truc pour approfondir ce dont je parle dans mes vidéos et dans celle-là en particulier, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Bref, merci d'être toujours là et prenez soin de vous. Pour cette photo créative, j'ai habillé mon modèle dans une tenue noire gothique pour signifier le deuil et la tristesse. J'ai rajouté un lion qui représente la force du mal. J'ai désaturé l'image en ne gardant que les teintes noires et jaunes pour donner un effet de peinture, pour qu'au final la photo...